Depuis quelques heures, le Mali est attaqué. Le Mali est attaqué. Mais les terreurs, le Mali, les soldats maliens sont atteints de l'église. Bamako a été attaqué tôt ce matin. Le quartier du ministre de la Défense, Sadio Kamara, est complètement détruit. Ça a été fait. On a été informé par les proches du dictateur Assimi Goïta. Le Mali n'a plus de commandement. Tout peut arriver. Tout, j'ai dit, il n'y a plus de commandement. Chef du service de renseignement, Sasuke qu'il est tombé. Pour le ministre de la Défense, ça c'est confirmé qu'il est tombé. Le Mali vient d'être anéanti. C'est très grave ce qui se passe actuellement et il faut en parler franchement, sans détour, parce que ce qui se déroule en ce moment au nord du pays dépasse largement le cadre d'une simple escarmouche militaire. Ce dimanche, le monde a les yeux rivés sur Kidal, cette ville stratégique du nord du Mali, théâtre d'affrontement d'une violence rare entre les forces armées maliennes et des groupes armés terroristes. Une violence qui rappelle, à ceux qui connaissent l'histoire récente de ce pays, des pages sombres qu'on espérait ne jamais avoir à retourner. Mais voilà, la réalité frappe encore, et elle frappe fort. Permettez-moi de vous replanter le décor, parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut absolument revenir en arrière. Kidal n'est pas n'importe quelle ville. Ce n'est pas une simple localité perdue dans l'immensité du Sahara. C'est un symbole de résistance, de reconquête, mais aussi de tout ce que le Mali a traversé depuis plus d'une décennie de crise. Pendant des années, trop d'années, cette ville est restée sous l'emprise de groupes armés qui y faisaient la loi. Des groupes qui se réclamaient tantôt de mouvements séparatistes, tantôt de nébuleuses djihadistes, et souvent des deux à la fois. Pendant toutes ces années, l'État malien était absent de Kidal. Absent physiquement, absent administrativement, absent militairement. Et cela représentait une blessure ouverte dans la chair de la nation malienne. Alors quand, il y a quelques mois, les forces armées maliennes, les FAMA, ont repris le contrôle de Kidal, c'est une onde de choc qui a traversé tout le pays. Une onde de soulagement, de fierté, mais aussi d'inquiétude. Parce que reprendre une ville, c'est une chose. La tenir dans la durée face à des groupes armés déterminés, mobiles et profondément ancrés dans le terrain, c'est une autre bataille. Et c'est précisément cette bataille qui reprend aujourd'hui. Ce dimanche 26 avril, les combats ont repris avec une intensité que beaucoup n'avaient pas anticipée à cette échelle. Les affrontements ne se limitent pas à Kidal. Non. Hier, samedi, des attaques coordonnées ont frappé plusieurs localités maliennes en même temps, Gao, Sévaré, Kati, Bamako. Des attaques simultanées, synchronisées, qui portent la marque d'une organisation rodée, d'une logistique millimétrée. On ne parle pas ici d'actes désespérés de groupes en déroute. On parle d'une offensive planifiée, d'une démonstration de force que les groupes armés terroristes ont voulu envoyer comme un message clair au gouvernement de la transition. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours capables de frapper et nous n'avons pas renoncé à Kidal. Hier soir, lors du journal de 20 heures, le porte-parole du gouvernement malien a pris la parole. Le ministre Issa Ousmane Koulibaly, général de brigade, a cherché à rassurer. Il a affirmé que dans toutes les villes touchées par ces attaques terroristes, Gao, Sévaré, Kati, la situation était revenue sous contrôle. Des déclarations qui se voulaient fermes, maîtrisées, destinées à éviter la panique au sein d'une population déjà éprouvée. Mais les mots d'un porte-parole gouvernemental, même lorsqu'ils sont prononcés par un militaire de haut rang, ne suffisent pas toujours à éteindre l'inquiétude qui gronde. Parce que les images qui circulent, les témoignages qui remontent du terrain, la réalité brute de ces combats qui s'intensifient à Kidal ce dimanche matin, tout cela raconte une autre histoire, ou du moins une histoire plus complexe que celle que les autorités voudraient présenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'ampleur de ce que représente Kidal dans la géopolitique malienne et sahélienne. Cette ville enclavée dans le nord, à des centaines de kilomètres de Bamako, est devenue au fil des années un enjeu qui dépasse les frontières nationales. Kidal a longtemps été perçue comme une zone de non-droit, une zone grise où les groupes armés pouvaient se mouvoir librement, s'approvisionner, se regrouper, planifier. Sa reconquête par les FAMA n'était donc pas seulement une victoire militaire. C'était un signal politique fort, un message adressé à la fois aux partenaires internationaux, aux populations du Nord et aux groupes armés eux-mêmes. Le Mali reprend ses droits sur l'ensemble de son territoire, mais les groupes armés terroristes n'ont visiblement pas dit leur dernier mot. Et les combats de ce dimanche en sont la démonstration la plus brutale. On les voit revenir avec une détermination qui interpelle.
avec des moyens, avec une coordination qui pose des questions sur leurs sources de financement, sur leur circuit d'approvisionnement en armes, sur les complicités éventuelles dont ils bénéficieraient encore dans certaines zones. Des questions qui restent, pour l'heure, sans réponse officielle. Parlons aussi des mesures d'urgence qui ont été prises en réaction à ces événements, parce qu'elles sont révélatrices du niveau de tension que traverse le pays. À Gao, un couvre-feu a été instauré. Il va de 19h à 6h du matin. 19h à 6h du matin, c'est 11 heures de restriction pour les habitants d'une ville qui est déjà en première ligne, qui vit depuis des années dans la proximité du danger. Et à Bamako, la capitale, la décision a été encore plus lourde de sens. Le gouverneur de Bamako a lui aussi imposé un couvre-feu de 21h à 6h du matin pour une durée initiale de 72 heures, reconductible si la situation l'exige. Bamako sous couvre-feu. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Bamako est le cœur battant du Mali, la ville où se concentre le pouvoir politique, économique, administratif. Imposer un couvre-feu à Bamako, c'est reconnaître implicitement que la menace ne se limite pas aux zones sahéliennes lointaines, qu'elle a franchi des distances, qu'elle s'est rapprochée, que l'insécurité qui ronge le nord du pays a des ramifications qui peuvent atteindre jusqu'à la capitale. Et c'est là que réside peut-être la dimension la plus inquiétante de ce qui se passe ce dimanche. Ce n'est pas seulement Kidal qui est en jeu, ce n'est pas seulement une bataille dans le désert, loin des regards. C'est la stabilité d'ensemble d'un pays de près de 22 millions d'habitants qui est mise à l'épreuve. Un pays qui traverse depuis plusieurs années une période de transition politique, avec une junte militaire aux commandes, un pays qui a rompu avec certains partenaires historiques, notamment la France, et qui navigue désormais dans des alliances inédites, notamment avec la Russie et le groupe Wagner, dont la présence sur le terrain malien est documentée. Ces alliances, ces repositionnements géopolitiques ont profondément reconfiguré le paysage sécuritaire. Et aujourd'hui, face à cette offensive coordonnée des groupes armés terroristes, la question qui se pose avec une acuité nouvelle, c'est celle de la capacité réelle des FAMA à tenir le terrain, notamment à Kidal, avec les moyens dont elles disposent, avec les partenaires qui les soutiennent actuellement. Ce sont des questions légitimes, difficiles, mais nécessaires. Il est attendu dans les heures qui viennent un communiqué des forces armées maliennes pour informer la population sur le déroulement des combats et sur leur issue à Kidal. Ce communiqué est très attendu, parce que l'incertitude nourrit l'angoisse, parce que les rumeurs comblent le vide laissé par les informations officielles, et parce que la population malienne, éprouvée, fatiguée mais résiliente, mérite de savoir ce qui se passe sur son propre territoire. Ce dimanche, le Mali fait face à l'un des tests sécuritaires les plus intenses de ces derniers mois. Kidal est au cœur de la tempête. Les FAMA y sont, les groupes armés terroristes y sont aussi, et entre les deux, il y a une ville, des habitants, une histoire, et l'avenir de tout un nord du pays qui se joue dans la fumée des combats. Nous suivons cette situation de très près. Les prochaines heures seront déterminantes. Restez avec nous. Ce que nous savons avec certitude à cette heure, c'est que la situation à Kidal n'est pas stabilisée. Les combats qui ont repris ce dimanche sont présentés par des sources proches du terrain comme étant d'une intensité comparable, voire supérieure à certains des épisodes les plus violents qu'a connus cette région ces dernières années. Les groupes armés semblent avoir lancé cette opération avec une préparation minutieuse, exploitant sans doute des renseignements sur les positions et les capacités des FAMA, cherchant à les déborder, à créer des brèches dans le dispositif défensif qui avait été mis en place après la reconquête. Les forces armées maliennes, de leur côté, ne restent pas passives. Elles ripostent, elles défendent et elles le font dans des conditions qui sont objectivement très difficiles. Un terrain accidenté, des températures extrêmes, un environnement tactique complexe où l'adversaire connaît chaque rocher, chaque couloir de sable, chaque axe de repli. Ce sont des hommes, des soldats maliens qui risquent leur vie en ce moment même pour tenter de préserver ce que leur pays a reconquis à un prix déjà très élevé. Il serait irresponsable de présenter les choses autrement. Il y aura des soldats maliens au front. Il y a des combats réels. Il y a des vies en jeu. Et au-delà des enjeux militaires et géopolitiques, c'est cette réalité humaine qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on parle de cette crise. Des pères, des fils, des frères en uniforme qui font face à une menace armée dans le nord du pays, loin de leur famille, loin de tout. C'est cela aussi le visage de cette crise.
Et c'est pour cela que ce qui se passe aujourd'hui est si grave, si lourd de sens, si difficile à entendre. Nous reviendrons dans nos prochaines parties sur les tenants et aboutissants géopolitiques de cette crise, sur les responsabilités des acteurs régionaux et internationaux et sur ce que cela signifie pour l'avenir du Mali et du Sahel tout entier. Mais pour l'instant, gardons les yeux fixés sur Kidal, sur ses combats, sur ses hommes, sur ce pays qui résiste. Le Mali vient d'être anéanti. C'est très grave ce qui se passe actuellement. Et maintenant que nous avons posé les bases de ce drame qui se joue à Kidal et dans plusieurs villes du pays, il nous faut aller plus loin. Il nous faut décortiquer, comprendre, analyser. Parce que ce qui se passe n'est pas sorti de nulle part. Ces attaques coordonnées, ces combats intenses, cette offensive d'une ampleur remarquable, tout cela s'inscrit dans une histoire longue, dans une logique qui a ses racines, ses causes profondes et ses responsabilités multiples. Et pour vous aider à comprendre réellement ce qui se passe au Mali en ce moment, il faut accepter de regarder cette réalité dans toute sa complexité. Revenons d'abord sur la nature des groupes qui ont lancé ces attaques. Parce que qualifier simplement ces acteurs de groupes terroristes ou de groupes armés sans les nommer, sans les situer dans le paysage sécuritaire, c'est passer à côté d'une partie essentielle de la réalité. Au nord du Mali, le paysage des groupes armés est d'une complexité qui défie parfois l'entendement. On y trouve des mouvements séparatistes touaregs qui ont une histoire ancienne, des revendications identitaires et politiques, et qui ont signé et résigné des accords de paix sans jamais vraiment aboutir à un désarmement effectif. On y trouve aussi des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI, regroupés aujourd'hui sous la bannière du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM ou GNIM selon les acronymes. Et on y trouve encore des groupes liés à l'organisation État islamique dans le Grand Sahara. Ces acteurs ne forment pas un bloc homogène. Ils ont des agendas différents, des territoires différents, des méthodes différentes. Mais ils se rejoignent sur un point fondamental. Leur opposition à l'autorité de l'État malien sur le nord du pays. Ce qu'on observe depuis quelques mois, c'est une recomposition de ces alliances. Depuis la reconquête de Kidal par les Fama, des groupes qui s'étaient longtemps regardés en chiens de faïence semblent avoir mis de côté certaines de leurs rivalités pour faire face à un ennemi commun, l'armée malienne et ses alliés. Et c'est cette recomposition qui explique en partie la nature coordonnée des attaques de ce week-end. Des attaques qui visent simultanément des villes aussi éloignées les unes des autres que Kidal, Gao, Sévaré et même Kati, cette dernière étant une ville proche de Bamako où se trouvent des installations militaires importantes. Frapper à Kati, c'est frapper à la porte de la capitale. C'est un message délibéré, une démonstration calculée. Parlons maintenant du contexte géopolitique dans lequel tout cela se déroule, parce qu'il est indissociable de la crise sécuritaire. Le Mali a connu 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021, portant au pouvoir une junte militaire qui a ensuite mis en place un gouvernement de transition. Cette transition, qui devait être brève selon les promesses initiales, s'est considérablement allongée, et les élections qui devaient marquer le retour à un ordre constitutionnel civil ont été repoussées à plusieurs reprises. Ce contexte politique particulier a eu des conséquences directes sur la situation sécuritaire. D'abord parce que les tensions entre la junte et certains de ses partenaires régionaux et internationaux ont fragilisé les mécanismes de coopération sécuritaire. Ensuite parce que la rupture avec la France, matérialisée par le départ de la force Barkhane et des forces spéciales françaises, puis des soldats de la MINUSMA, la mission de l'ONU qui s'est aussi retirée, a laissé des vides que ni les Fama ni leurs nouveaux partenaires n'ont pu combler immédiatement. La présence du groupe Wagner, cette société militaire privée russe qui opère au Sahel sous des noms et des formes diverses, désormais rebaptisée Africa Corps, après la mort de son fondateur Prigojine, est devenue l'un des piliers de la stratégie sécuritaire de la junte malienne. Ces combattants russes accompagnent les Fama sur le terrain, fournissent des formations, de l'équipement, du renseignement. Leur rôle dans la reconquête de Kidal avait d'ailleurs été évoqué, même si les autorités maliennes préfèrent mettre en avant les seuls mérites de leur armée nationale. Mais aujourd'hui, face à l'intensité de cette offensive terroriste, la question de l'efficacité réelle de ce partenariat se pose avec une acuité nouvelle. Est-ce que le modèle Wagner ou Africa Corps est suffisant pour garantir la sécurité du territoire malien face à des groupes armés aussi mobiles, aussi déterminés, aussi ancrés dans le terrain? C'est une question difficile.
et les événements de ce week-end ne permettent même pas d'y répondre de manière définitive. Mais ils invitent à une réflexion sérieuse sur la soutenabilité à long terme de la stratégie sécuritaire actuelle du Mali. Une stratégie qui repose sur l'autonomisation des FAMA, sur le partenariat avec la Russie, sur la rupture avec les anciens partenaires occidentaux et qui doit maintenant prouver sa valeur dans le feu de combat très intense. Revenons maintenant sur ce que vivent concrètement les populations civiles dans tout cela. Parce que derrière les analyses géopolitiques, derrière les manœuvres militaires, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui subissent cette violence, qui vivent dans la peur, qui parfois fuient. À Kidal, les habitants sont depuis longtemps habitués à la violence. Mais si habitué ne signifie pas l'accepter, ni ne plus en souffrir. Les populations civiles du nord du Mali peinent un tribut extrêmement lourd à cette crise qui n'en finit pas. Des déplacés, des réfugiés, des familles séparées, des économies locales asphyxiées, des services publics inexistants depuis des années dans certaines zones. À Gao, le couvre-feu de 19 h à 6 h du matin touche une ville qui est elle-même depuis longtemps sous tension. Gao avait connu des attaques terroristes à répétition ces dernières années. Les habitants de cette ville ont développé une forme de résilience extraordinaire, mais chaque nouvelle vague d'insécurité vient éroder un peu plus les capacités de résistance d'une population qui aspire, avant tout, à la paix, au retour à une vie normale, à la possibilité de travailler, de commercer, d'envoyer leurs enfants à l'école sans craindre pour leur vie. À Bamako, le couvre-feu imposé par le gouverneur crée une autre forme de tension. La capitale, avec ses quelques 2 millions d'habitants, n'est pas une ville de guerre au sens strict, mais elle est depuis quelque temps une ville sous surveillance, une ville où les incidents sécuritaires, même s'ils restent moins fréquents qu'au nord, se multiplient. Un couvre-feu à Bamako, c'est une perturbation économique significative. C'est des commerces qui ferment avant l'heure, des travailleurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux, des familles qui restent confinées. C'est une intrusion du conflit du Nord dans la vie quotidienne de la capitale. Et cette intrusion est, en elle-même, un signal inquiétant. Il faut aussi parler de l'information dans ce contexte, de la difficulté d'obtenir des informations fiables, vérifiées, complètes sur ce qui se passe réellement à Kidal en ce moment. La zone nord du Mali est extrêmement difficile d'accès pour les journalistes. Les routes sont dangereuses, les pistes contrôlées par des acteurs armés et l'accès à des sources indépendantes capables de rendre compte des combats en temps réel est très limité. Cela crée un espace dans lequel les informations officielles, celles du gouvernement, celles de l'armée, tendent à dominer sans nécessairement pouvoir être contrebalancées par des témoignages indépendants. C'est un défi pour le journalisme, pour la vérité et in fine pour les populations qui cherchent quant à comprendre ce qui se passe dans leur pays. Hier soir, lors du journal de 20 h, le porte-parole gouvernemental a affirmé que la situation était sous contrôle dans les villes attaquées. Mais ce matin, les combats qui reprennent à Kidal invitent à nuancer ce tableau. Contrôler une situation et la maîtriser complètement sont deux choses différentes. Et l'intensité des affrontements de ce dimanche suggère que si la situation était effectivement sous contrôle hier soir dans certaines villes, la bataille pour Kidal, elle, est loin d'être terminée. Bien au contraire, elle semble être entrée dans une nouvelle phase, peut-être la plus décisive depuis la reconquête de la ville. Ce qui est en jeu à Kidal, au fond, c'est une question de légitimité et de souveraineté. Chaque côté cherche à démontrer que c'est lui qui contrôle réellement cette ville, que c'est lui qui a la capacité de s'y imposer dans la durée. Pour les FAMA et le gouvernement de la transition, tenir Kidal, c'est prouver que la reconquête n'était pas une victoire éphémère, que l'État malien est capable d'exercer une présence réelle sur l'ensemble de son territoire, y compris dans ses confins les plus lointains et les plus disputés. Pour les groupes armés terroristes, reprendre ou déstabiliser Kidal, c'est démontrer que le gouvernement malien ne peut pas les chasser, que leur retrait n'était que tactique, que leur capacité de nuisance demeure très loin de Kidal, très loin des populations maliennes qui souffrent. Je vais vous dire pourquoi le Mali est attaqué, pas seulement qui attaque. Pas seulement comment, mais pourquoi. Pourquoi ce pays en particulier? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette volonté apparente de le maintenir dans l'instabilité, dans la guerre, dans la destruction? Et pour répondre à cette question, vraiment y répondre, pas la survoler, il faut parler de ce que le Mali représente réellement. Pas le Mali des images de pauvreté que certains médias complaisants aiment à diffuser. Pas le Mali de la mendicité et de l'aide internationale. Le vrai Mali. Le Mali des richesses colossales, le Mali de l'or, le Mali de ses ressources naturelles fabuleuses, le Mali de sa force.
Et oui, le Mali de sa force de frappe militaire, qui commence à peser sérieusement dans les équilibres régionaux. Commençons par l'or. Parce que c'est là que tout commence. L'or est au cœur de tout ce qui se passe au Mali depuis des décennies. Et si vous ne comprenez pas l'or malien, vous ne comprenez pas la crise malienne. Le Mali est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, troisième producteur du continent africain, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Troisième, sur 54 pays africains, c'est un rang colossal et ce rang, il n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat de gisements d'une richesse extraordinaire répartis sur l'ensemble du territoire malien, dans le sud, dans l'ouest et surtout dans des zones qui sont aujourd'hui des zones de combat, des zones de tension, des zones disputées. Le nord du Mali, cette région que tout le monde veut contrôler, cette région que les groupes armés refusent de lâcher, cette région où les FAMA se battent en ce moment même à Kidal. Coïncidence? Non, jamais. Dans cette partie du monde, rien n'est une coïncidence lorsque la terre contient de l'or. Le Mali produisait, avant la crise, environ 65 à 70 tonnes d'or par an. 65 à 70 tonnes. Chaque année, ce chiffre représentait environ 70% des exportations totales du pays. 70%. L'or est le pilier de l'économie malienne. C'est lui qui génère les devises, lui qui attire les investisseurs étrangers, lui qui intéresse, et c'est là que tout devient très politique, les multinationales minières. Pendant des décennies, les grandes compagnies minières étrangères, australiennes, canadiennes, britanniques, sud-africaines, ont exploité l'or malien dans des conditions qui ont très souvent lésé l'État malien et ses populations. Des contrats léonins signés sous des gouvernements corrompus ou sous pression qui laissaient au Mali une part ridiculement faible des bénéfices générés par l'exploitation de ses propres ressources. Et c'est là que quelque chose a commencé à changer sous la transition. Le gouvernement malien, la junte, que l'on peut critiquer sur beaucoup de points, mais qui, sur ce sujet précis, a pris des positions fermes, a commencé à renégocier les termes de ses contrats miniers, a exigé une part plus élevée des revenus, a adopté un nouveau code minier plus protecteur des intérêts nationaux, a nationalisé certains actifs, a exigé une plus grande transparence dans l'exploitation des ressources. Ces décisions ont fait des mécontents, beaucoup de mécontents, dans les couloirs des multinationales, dans les capitales où ces multinationales ont leur siège et leur relais politique. Et il ne faut pas être naïf. Quand des intérêts financiers de cette magnitude sont menacés, les réponses ne tardent pas à se manifester, pas toujours de manière directe, pas toujours de manière avouée, mais elles se manifestent. Les mines d'or du Mali sont une réalité géographique aussi bien que politique. Les principaux gisements se trouvent dans plusieurs régions. La mine de Siama, dans le sud du pays, opérée par Resolute Mining, une compagnie australienne. La mine de Morila dans la région de Sikasso. La mine de Sadiola dans l'ouest à la frontière avec le Sénégal. Et puis il y a Loulo-Gounkoto, le joyau. Le complexe minier de Loulo-Gounkoto, opéré par Barrick Gold, l'une des plus grandes compagnies aurifères au monde. Ce complexe est l'un des plus productifs d'Afrique. Il représente à lui seul une production annuelle de plusieurs dizaines de tonnes d'or, des milliards de dollars. Et ce complexe, il se trouve dans l'ouest du Mali, une zone qui, elle aussi, n'est pas épargnée par les tensions sécuritaires. Récemment, le gouvernement malien a pris une décision fracassante. Il a ordonné la suspension des activités de Barrick Gold au Mali et saisi les stocks d'or détenus par la compagnie sur le territoire malien, estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Une décision sans précédent. Une décision qui a envoyé un signal clair à toutes les multinationales qui opèrent au Mali. L'ère de l'exploitation sans contrepartie équitable est terminée. Le Mali reprend le contrôle de ses ressources. Ce type de décision, dans ce contexte mondial, ne reste pas sans réponse. Et je laisse chacun tirer ses propres conclusions sur les connexions éventuelles entre ces enjeux économiques colossaux et l'intensification des groupes armés terroristes dans le pays. Mais l'or n'est pas la seule richesse du Mali. Loin de là, et c'est là que le tableau devient encore plus saisissant. Le Mali dispose de ressources naturelles d'une diversité et d'une richesse qui feraient rêver n'importe quel pays. Du lithium, c'est ce métal stratégique dont le monde entier a besoin pour les batteries des véhicules électriques, pour la transition énergétique mondiale. Des gisements de lithium ont été identifiés au Mali,
et leur potentiel est considérable dans un monde où la demande pour ce métal va exploser dans les prochaines décennies. Du fer, des réserves colossales, notamment dans la région de Tienfala. Du phosphate, essentiel pour la production d'engrais dans une Afrique où la sécurité alimentaire est un enjeu majeur. Du pétrole, des indices pétroliers ont été identifiés dans plusieurs zones du territoire malien, notamment dans le nord. Du sel, les salines de Taoudéni, dans le nord, sont parmi les plus importantes du continent, et de l'uranium, dont la présence est documentée dans certaines zones maliennes. Uranium, ce mot suffit à lui seul à expliquer beaucoup de choses. Dans un monde où la géopolitique de l'énergie nucléaire est un enjeu stratégique de premier ordre, un pays qui possède de l'uranium sur son sol devient automatiquement un terrain de compétition entre les grandes puissances. La France, rappelons-le, tire une part significative de son énergie nucléaire de l'uranium extrait dans la région du Sahel, notamment au Niger voisin. Le départ de la France du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de ces pays qui constituaient son précaré africain, n'est pas un retrait serein d'une puissance qui renonce volontairement à des intérêts. C'est une expulsion, c'est un rejet, et ces intérêts, ces milliards d'euros d'intérêts miniers, énergétiques, stratégiques, ne s'évaporent pas simplement parce qu'on a fermé une base militaire. Ils continuent d'exister, ils continuent de peser, et les acteurs qui les défendent continuent d'agir par des voies que nous n'avons pas toujours la capacité de documenter intégralement, mais dont les effets sont visibles sur le terrain. Je ne fais pas ici de la théorie du complot, je fais de la géopolitique réaliste, froide, documentée. Et la géopolitique réaliste dit ceci. Quand un pays pauvre en apparence s'avère extraordinairement riche en ressources naturelles stratégiques, quand ce pays décide de reprendre le contrôle de ses ressources, quand ce pays rompt avec les puissances qui exploitaient ses ressources depuis des décennies, ce pays devient une cible. Pas nécessairement de manière directe, pas nécessairement sous la forme d'une agression militaire frontale, mais une cible. Et cette cible, c'est le Mali aujourd'hui. Parlons maintenant de quelque chose que très peu de médias osent aborder sérieusement. La puissance du Mali, la vraie puissance, pas celle des statistiques de développement humain qui sont effectivement alarmantes. Le Mali reste l'un des pays les plus pauvres du monde, selon les indices du PNUD. Mais la puissance géopolitique, stratégique, symbolique. Le Mali est un pays de presque 1 090 000 km². C'est la 8e superficie du continent africain. C'est un pays qui partage ses frontières avec 7 nations. L'Algérie au nord, la Mauritanie au nord-ouest, le Sénégal à l'ouest, la Guinée au sud-ouest, la Côte d'Ivoire au sud, le Burkina Faso au sud-est et le Niger à l'est. 7 frontières. Chacune de ces frontières est une interface géopolitique, une zone de transit, un espace de tension potentielle ou réelle. Contrôler le Mali, c'est potentiellement influencer 7 pays voisins. C'est contrôler des routes commerciales, des couloirs migratoires, des axes logistiques qui structurent toute l'Afrique de l'Ouest et une partie du Maghreb. Et puis il y a la dimension historique. Le Mali n'est pas un État artificiel créé par les colons en traçant des lignes sur une carte, enfin, si en partie, mais c'est aussi l'héritier de l'un des empires les plus puissants et les plus riches que l'Afrique ait jamais connu. L'empire du Mali, au XIVe siècle, sous le règne de Mansa Moussa, était l'État le plus riche du monde entier, pas d'Afrique, du monde. Mansa Moussa, dont la fortune en or était tellement colossale que son pèlerinage à la Mecque en 1324, au cours duquel il distribua des quantités astronomiques d'or, provoqua une inflation dans l'ensemble du monde islamique pendant plusieurs années. Cet héritage historique n'est pas anecdotique. Il dit quelque chose de fondamental sur ce que le Mali est, sur ce que le Mali a été et sur ce que le Mali peut redevenir. Et c'est précisément cet héritage, cette conscience d'une grandeur historique, d'une richesse naturelle extraordinaire, d'un destin qui dépasse la condition de pays assisté, qui anime aujourd'hui une partie importante de la population malienne et de sa classe dirigeante. La junte malienne, avec toutes ses limites et ses contradictions, surfe sur ce sentiment national profond. Elle capte une frustration réelle, une aspiration réelle à la dignité, à la souveraineté, au droit pour le Mali de bénéficier de ses propres richesses.
Et cette aspiration trouve un écho très fort au sein d'une population qui a pendant trop longtemps vu ses ressources partir à l'étranger sans retour équitable. Parlons maintenant de la force de frappe militaire du Mali. Et là, il faut être précis, il faut être rigoureux, parce que c'est un sujet sensible où les approximations peuvent conduire à de graves erreurs de jugement. Les forces armées maliennes, les FAMA, ont connu une transformation profonde ces dernières années. Une transformation qui ne s'est pas faite sans douleur, sans perte, sans revers, mais une transformation réelle, sous l'impulsion de la junte, avec l'appui de partenaires nouveaux, la Russie, et plus spécifiquement le groupe Wagner devenu Africa Corps. Les FAMA ont significativement amélioré leurs capacités opérationnelles. En termes d'effectifs d'abord, l'armée malienne a recruté massivement. Des dizaines de milliers de nouveaux soldats ont été incorporés, formés, équipés. Ce sont des forces jeunes, motivées par un sentiment nationaliste fort et qui commencent à acquérir une expérience du combat dans des conditions extrêmement difficiles, les terrains sahéliens, les insurrections asymétriques, la guerre dans le désert. En termes d'équipement ensuite, les FAMA ont reçu de la Russie un matériel militaire conséquent, des hélicoptères de combat, des Mi-35 et des Mi-28, des appareils redoutables dans la guerre contre-insurrectionnelle, des véhicules blindés, des systèmes d'artillerie, des drones, et c'est là un point particulièrement important, parce que les drones ont révolutionné la guerre moderne, y compris au Sahel. La capacité de frapper des cibles à distance sans exposer des soldats, de surveiller des zones immenses avec des capteurs aériens. Tout cela change radicalement la nature du combat dans le nord du Mali. Les FAMA ont également reçu des formations intensives dispensées par les instructeurs russes d'Africa Corps. Des formations sur les techniques de combat en zone urbaine, sur le renseignement militaire, sur la logistique opérationnelle, sur la coordination aéroterrestre. Ces formations produisent des effets. La reconquête de Kidal, que beaucoup estimaient impossible, en a été la démonstration la plus éloquente. Reconquérir Kidal, une ville que les groupes armés tenaient depuis des années, c'était un objectif que les analystes militaires les plus prudents rangeaient dans la catégorie des scénarios improbables à court terme. Et pourtant, les FAMA l'ont fait. Ce que cela dit de la force de frappe malienne est important. Le Mali n'est plus l'armée défaillante et démoralisée de 2012, celle qui avait vu ses soldats fuir devant l'avancée des groupes armés dans le nord. C'est une armée en reconstruction, une armée qui gagne en confiance, en compétences, en capacité opérationnelle. Une armée qui a montré qu'elle était capable de mener des opérations offensives d'envergure dans des zones réputées inaccessibles. Et une armée qui dispose maintenant, avec Africa Corps, d'un appui en renseignement et en forces spéciales qui comble en partie le vide laissé par le départ des forces françaises. Mais, et ce mais est fondamental, une armée en transformation n'est pas une armée invincible. Les combats de ce dimanche à Kidal le rappellent brutalement. Les groupes armés terroristes ont aussi évolué. Ils ont adapté leurs tactiques. Ils ont appris de leurs défaites. Ils savent maintenant qu'ils ne peuvent plus tenir des positions fixes face à une armée mieux équipée et mieux soutenue. Alors ils ont changé de méthode. Ils frappent vite, fort, simultanément sur plusieurs fronts, puis ils se retirent dans les zones désertiques où ils sont difficiles à poursuivre. Ils utilisent des IED, des engins explosifs improvisés, qui font des ravages dans les convois militaires. Ils exploitent les failles du renseignement, les délais de réaction, la vastitude du territoire à couvrir. C'est une guerre d'usure. Et dans une guerre d'usure, c'est souvent celui qui a le plus de ressources et de patience qui finit par l'emporter. Et les ressources, justement, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là qu'on revient à l'or, à l'uranium, aux richesses naturelles maliennes. Parce que si le Mali parvient réellement à reprendre le contrôle de ses ressources, à en tirer des revenus équitables pour financer son armée, ses infrastructures, son développement, alors il aura les moyens de gagner cette guerre dans la durée. Mais si les ressources continuent à être contestées, détournées, exploitées par des acteurs extérieurs qui n'ont aucun intérêt à voir un Mali stable et souverain, alors la guerre continuera, indéfiniment, parce que c'est le but. Ce qu'il faut comprendre en regardant tout cela dans sa globalité, c'est que le Mali est attaqué parce qu'il est riche, parce qu'il est stratégique, parce qu'il ose depuis quelques années regarder ses richesses en face et dire « Ces richesses sont à nous, elles doivent servir notre peuple, elles ne peuvent plus être exportées sans contrepartie équitable. » Ce message,
simple, légitime, profondément juste, est l'un des plus dangereux qu'un pays comme le Mali puisse envoyer. Parce qu'il menace des intérêts considérables, parce qu'il pourrait faire école, parce que si le Mali réussit à imposer sa souveraineté sur ses ressources, d'autres pays africains pourraient vouloir faire de même. Et ça, certaines puissances ne peuvent tout simplement pas se permettre de le laisser se produire. Voilà pourquoi le Mali est attaqué. Voilà pourquoi Kidal est un champ de bataille depuis des années. Voilà pourquoi les groupes armés terroristes disposent de ressources, d'armes, d'une logistique qui défie parfois la logique d'organisation soi-disant purement idéologique. Voilà pourquoi ce qui se passe en ce moment au Mali est si grave, si lié à des enjeux qui dépassent infiniment la seule question sécuritaire. Le Mali paie le prix de ses richesses. Le Mali paie le prix de son courage. Le Mali paie le prix de sa tentative, imparfaite, contradictoire, mais réelle, de devenir enfin maître de son destin. Et ce peuple extraordinaire, fier, debout, qui résiste depuis des décennies à des épreuves qui auraient brisé bien d'autres nations, ce peuple mérite que le monde entende son histoire. La vraie, pas celle qu'on écrit dans les capitales lointaines pour justifier des interventions militaires ou des sanctions économiques. La vraie histoire, celle de l'or qui brille sous le sable du Sahel, celle des soldats maliens qui se battent aujourd'hui pour préserver ce que leur pays a reconquis, celle d'un peuple qui n'a jamais renoncé, qui ne renonce pas et qui ne renoncera jamais. Nous sommes à Bamako. Pour Med TV, ce rapport continue. Suivez-nous.